J'espère en tout cas que vous passez une excellente après-midi en notre compagnie à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bienvenue si vous nous rejoignez selon maintenant pour la Cité des Aventuriers. Aujourd'hui et demain, tout au long du week-end, vous allez pouvoir partager des ateliers pratiques, vous venez de le voir, comment faire du feu pour survivre. Dans quelques instants, on essaiera de parler de la gestion de l'hypothermie. Mais d'abord, notre deuxième table ronde concernant des aventuriers, des explorateurs qui eux-mêmes vont sur les traces d'un explorateur célèbre. Je veux parler du comte de la Pérouse ou encore de Charles Darwin. Avec moi, Victor Rowe. Bonjour Victor. Bonjour. Et Bernard Jiménez. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous avez eu chacun envie de prendre comme point de départ de votre propre aventure celle d'un personnage illustre. Honneur à Bernard, le comte de la Pérouse. Alors si je regarde vraiment son nom complet, c'est Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il était, ce qu'il a fait en 1785? Alors il est né à Albi en 1741. Comme vous. Comme moi. C'est pour ça qu'il y a une filiation. C'est ça. À l'âge de 15 ans, il veut aller à l'école des gardes de la marine pour devenir officier de marine. Il s'appelle Jean-François de Gallo, mais pour entrer à l'école des gardes de la marine, il fallait avoir des biens, des terres, et son père lui achète une propriété près d'Albi, la propriété de la Pérouse. Et donc à partir de ce moment-là, il s'appellera Jean-François de Gallo de la Pérouse. Et, son objectif, c'est quoi? C'est de partir autour du monde? Alors, il est d'abord officier de marine, donc il participe à la guerre d'indépendance des États-Unis, il participe à différentes opérations de marine. Et puis, en 1784, le roi Louis XVI, le ministre de la Marine de Castries, décide de faire une expédition autour du monde pour terminer le travail de Cook. Parce que Cook, en fait, a fait 3 voyages, mais il a laissé des zones blanches, notamment dans le Pacifique. Donc là, il a un cahier des charges à respecter avec des zones à cartographier finalement. C'est ça, c'est ça. Il faut essentiellement finir de cartographier le Pacifique, enlever des cartes des îles qui n'existent pas et mettre sur les cartes des îles qui n'y sont pas. Et essentiellement, il y avait 2 parties qui étaient mal connues. La côte nord-ouest de l'Amérique, que Cook avait mal cartographié parce qu'il y avait du brouillard, il n'avait pas pu s'approcher de la côte. Et puis ensuite, la Manche de Tartarie, entre l'île de Sakhaline et la côte russe. Et donc, c'était les 2 buts principaux du voyage au niveau cartographie. C'est pas tout près, hein? C'est pas tout près. Mais un point important de ce voyage, c'est que pour la première fois, il y avait une dizaine de savants de différentes disciplines qui devaient compléter les relevés cartographiques et donc inventorier les animaux, les plantes. C'est les débuts de l'ethnologie, c'est les débuts de l'ethnobotanique aussi. Voilà, donc c'est vraiment le premier grand voyage d'exploration. Alors, rassurez-vous, Bernard va nous expliquer comment, avec son épouse, il a réussi à retracer ce parcours et à se rendre dans les endroits névralgiques, les endroits très particuliers qui ont fait donc la légende de ce tour du monde du comte de la Pérouse. Victor, c'est une autre personnalité, un scientifique, Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, que vous avez eu envie de suivre et que vous projetez de suivre pas à pas, comme il l'a fait à son époque. Exactement. En fait, c'est hyper intéressant qu'on soit ensemble avec Bernard aujourd'hui parce que c'est vrai que Charles Darwin, un petit peu comme le comte de la Pérouse, donc il est parti courant, alors bon, c'était un petit peu plus tard pour Darwin, il est parti au 19e, mais c'était aussi un voyage pendant lequel le but, en fait, c'était de la cartographie de zones qui étaient encore mal connues de l'amirauté britannique. Et donc lui, il est parti quand il avait 22 ans de Plymouth et sur un bateau qui s'appelle le Beagle, qui était commandé par le capitaine Fitzroy, dont la mission, c'était la cartographie de la pointe sud de l'Amérique latine, en fait. Et un peu comme ça se faisait à l'époque sur ce genre de mission, il y avait aussi des naturalistes qui embarquaient, comme vient de le dire Bernard. Et en l'occurrence, là, Darwin, c'était le naturaliste de l'expédition. Donc en fait, il avait la mission de faire des relevés, de faire des observations de toutes ces zones qui étaient encore mal connues à l'époque. Alors, Victor, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Darwin, on est en 1831. C'est ça. Là, vous allez partir en 2021, si vous le pouvez, avec la pandémie le 21 septembre, avec l'objectif
de retracer aussi les expériences scientifiques, de pouvoir corroborer, ou pas d'ailleurs, les constatations faites par Darwin en son temps. C'est ça. Alors moi, ce qui me semblait hyper intéressant dans le fait de repartir sur les traces de Darwin, c'est que lui, quand il a fait cette mission de relevé naturaliste, il a écrit en fait un livre qui est devenu d'ailleurs un best-seller quand il est revenu, le fameux Voyage d'un naturaliste autour du monde, qui est en fait une description naturaliste de la planète au début du 19e siècle, qui est cette période très intéressante, en fait, aux prémices de la révolution industrielle, donc avant que nous, en tant que société humaine, on commence à impacter durablement et globalement les écosystèmes naturels. Donc, l'idée de Captain Darwin, l'expédition que je montre, c'est de retourner sur les lieux où lui est allé et d'aller... Comment ça a évolué près de 200 ans après. Tout à fait. En fait, d'aller voir les scientifiques, parce que moi, mon travail, c'est d'être réalisateur de documentaires, donc je vais donner la parole aux scientifiques qui étudient aujourd'hui en fait des espèces que Darwin a décrites il y a 200 ans, et je vais leur demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé depuis que Darwin est passé par là. Bernard, on ferme les yeux, on est avec le comte de la Pérouse. Racontez-nous comment vous avez organisé ce voyage pour vous retrouver là où il est passé. Alors, ça nous a pris une dizaine d'années. Avec mon épouse, donc, on a été sur toutes les escales où la Pérouse a été, essentiellement dans le Pacifique. Avec quel but? Avec le but de voir, un peu comme ce que disait Victor, les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui, les comparer à ce qu'a vu la Pérouse, mais surtout, pour mieux comprendre le voyage, respirer le même air, sentir la moiteur des tropiques, être dans la forêt, être au sommet d'un volcan, respirer les mêmes évents volcaniques. Vous aviez lu certains des écrits du comte de la Pérouse, de ceux qui l'ont accompagné. Est-ce que vous avez aussi eu la possibilité, sur ces 2 escales parcourues par an, hein, globalement, la possibilité finalement de retrouver, comme vous le disiez, des senteurs, des impressions, des ambiances? Tout à fait, tout à fait. En plusieurs endroits, on a pu voir et comprendre ce qui avait été vu par les savants essentiellement de l'expédition de la Pérouse. Parce que ce qu'on a pu voir aussi, c'est que la Pérouse envoyait des rapports officiels au ministre. Mais il y avait aussi les lettres privées envoyées par les scientifiques. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Parce que votre voyage, c'est un voyage évidemment sur place, mais il y a aussi un voyage et un travail d'étude au préalable pour que ce voyage soit le plus efficace possible. Oui, pour chaque escale, il y a une longue préparation de travail dans les archives, françaises essentiellement, mais aussi en Espagne, aux États-Unis, en Australie, pour justement avoir tous ces rapports, tous ces renseignements, et bien préparer au plus près possible de ce qu'a vécu la Pérouse, ces voyages. Je me suis surtout intéressé à la botanique, puisqu'il y avait à bord un botaniste et un jardinier. Et j'ai essayé de photographier les fleurs, de voir les mêmes fleurs et de comprendre comment s'était passé le voyage. Et rencontrer aussi sur place des scientifiques locaux. Oui, sur plusieurs escales, on a rencontré des scientifiques locaux pour comparer l'interprétation que moi je me faisais après avoir lu les archives et l'interprétation qu'avaient eux qui vivent localement de différents lieux, de ce qui avait pu se produire. Et il y a une distorsion entre ce que vous avez lu et ce que vous avez pu constater ou avoir comme explication de vive voix? Pas vraiment, mais par contre, on a pu préciser un certain nombre de choses. Par exemple, on a retrouvé à Vanikoro, sur le lieu du naufrage, des blocs de rochers hexagonaux qui ne pouvaient provenir que de Botany Bay. Et à Botany Bay, avec ces scientifiques, on a été jusqu'à la carrière où ils avaient été extraits. Donc on a corroboré ce qui avait été pressenti par les scientifiques qui avaient plongé à Vanikoro. Alors la différence entre tous les deux, c'est que vous allez d'un point à l'autre en avion et vous vous posez sur place, vous vous mettez un petit peu dans l'environnement. Ce n'est pas du tout la même démarche pour vous, Victor, puisque vous êtes un voileux, entre guillemets, un navigateur. Vous avez d'ailleurs réussi le passage du nord-ouest, hein, ce passage entre l'Amérique et par le nord, hein, au niveau au niveau du Canada, en fait, au nord du Canada, exactement, à la voile. Là, vous voulez partir avec un voilier. Expliquez-nous quel voilier, avec quelle première étape?
Alors, j'ai fait cette bêtise d'acheter un bateau à voile. Alors, On dit souvent qu'effectivement, quand on achète un bateau, on est content. Le jour où on l'achète et le jour où on le revend. Ça, exactement. Entre les deux, c'est compliqué. Exactement. Bon, enfin, vous allez l'utiliser beaucoup plus que le plaisancier qui ne l'utilise ça. que quelques jours par an. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, j'ai acheté ce bateau en acier, qui est un bateau qui fait 13 mètres de long, donc vraiment un bateau qui est conçu pour le grand voyage et qui va me permettre de refaire ce voyage à la voile. Et en fait, pour moi, c'était intéressant de retrouver aussi cette notion du temps, de la navigation, de la géographie, de se dire, bah oui, si on veut partir à l'autre bout du monde, en fait, à l'époque, il fallait passer une année, voire 2 années. Ouais. Darwin est parti 5 ans en mer, ce qui était énorme. Et je trouve que ça permet aussi de refaire ce voyage à la voile, en fait. Ça permet de se replonger un peu dans la philosophie de l'époque et puis l'état d'esprit de l'époque, tout simplement. Comment partez-vous? À plusieurs? Absolument, ouais, complètement. Donc, on sera 4 dans le bateau. Donc, ce sera des équipages. Il y aura une rotation en fait d'équipage, donc en fonction de l'actualité de l'expédition. Sur les phases de traversée océanique, on sera plutôt avec des marins, Ouais. et sur les phases de travail avec les scientifiques et sur l'observation de la biodiversité, on sera plus avec des caméramans. Donc, des il va y avoir photographes. un roulement. Il y aura un roulement, ouais, Ouais. absolument, complètement. Partirez-vous de Plymouth, comme l'a fait également en son temps Charles Darwin? Absolument, exactement. En fait, on va partir de Plymouth, encore une fois, si la situation sanitaire le permet. Ouais. On fera, en fait, Mais la situation assez sanitaire, exactement finalement, pour vous, dès l'instant où vous êtes négatif et que les 3 personnes qui vous accompagnent sont également négatives, c'est quand même relativement aisé de partir sur un bateau, non? D'autant que vous allez naviguer au gré des vents jusqu'au Cap-Vert, première étape? C'est ça, la première étape, ce sera le Cap-Vert. Alors effectivement, quand on est en pleine mer, le coronavirus, c'est pas tellement un problème. Après, c'est plutôt arriver dans un pays, Ouais. il y a potentiellement une quarantaine. Bien sûr, ouais. Voilà, donc ça peut être un facteur de ralentissement, on va dire. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. Et effectivement, première étape, Cap-Vert. Donc ça, ce sera en octobre de cette année. Et au Cap-Vert, ce qu'on va étudier, c'est le poulpe, qui est une espèce qui avait fasciné complètement Darwin à son époque. Et puis, on va aussi parler de l'alouette de Raso, qui est un type d'alouette qui a failli s'éteindre il y a une dizaine d'années à peu près et qui a été réintroduite dans certaines îles du Cap-Vert Ouais. par des associations environnementales. Et ça, c'est important. Dans mon voyage, il n'y a pas juste cette notion naturaliste de mise à jour. Ouais. On veut aussi documenter des initiatives de conservation environnementale portées par des citoyens qui ont Ouais. fonctionné. Parce que sur le constat global de la biodiversité, on sera quand même sur quelque chose d'assez négatif, il ne faut pas se voiler la face. Et en même temps, c'est important de conserver des poches d'optimisme, en fait, de montrer que par l'action citoyenne, on peut arriver à faire bouger les choses dans le bon sens. Il ne faut pas brosser un tableau qui soit naïf, évidemment. Ouais. Faut être réaliste, mais en même temps, dire que voilà, il y a des gens qui font des choses et que ça marche. Est-ce que Charles Darwin était très avant-gardiste? Est-ce que les constatations qu'il a pu faire à l'époque sont encore au goût du jour? Beaucoup, ouais. C'est en fait une personne qui a réussi à redéfinir, à nous expliquer en fait quelle est la place de l'homme dans les écosystèmes naturels. Quand lui il est parti, c'était une époque où voilà, on pensait, les gens croyaient encore beaucoup au créationnisme, on va dire, à une planète qui avait 6000 ans. Et lui, Il doit se retourner dans sa tombe quand même aujourd'hui. Hein. Un petit peu, oui, Ah, je on est pense, d'accord, hein. effectivement, complètement. Et en fait, lui, avec ce livre de la théorie de l'évolution, il a réussi, en avançant des preuves concrètes, à nous expliquer que non, en fait, la Terre était beaucoup plus vieille que ça, que la vie s'était développée progressivement avec une différenciation d'espèces progressive. Et il a réussi ce tour de force, Darwin, et c'est ça qui est exceptionnel avec cette personne-là, avec un voyage, un livre, a complètement bouleversé notre vision de la place de l'homme dans la nature. Et ça, c'est extrêmement et à être intéressant. mondialement connu. Absolument. Parce qu'ils sont rares finalement, les gens de cette époque-là, à être mondialement connus. Hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, si ce n'est le talent, le courage et l'audace Exactement. de ces chercheurs et de ces scientifiques. Absolument. Et là-dessus, je dirais quelque chose de très, qui moi me semble en tout cas très intéressant, c'est qu'il avait un message à faire passer. C'était la théorie de l'évolution, c'était de dire non, le créationnisme n'est pas une théorie valable, en tout cas selon lui et d'un point de vue scientifique. Il aurait pu le dire de façon agressive, il aurait pu le dire de façon radicale, et il aurait créé probablement une sorte de méfiance à son égard. Et en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est l'amener
doucement, tranquillement, sans essayer d'être voilà, d'être encore une fois agressif. Et finalement, il a réussi à convaincre tout le monde, ou quasiment tout le monde. Et ça, c'est un tour de force. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut faire passer un message de conservation environnementale, évidemment, il s'agit de le dire, ça c'est le message, mais comment on le dit aussi. Et ça, c'est important. Fédérer, amener les gens avec soi. Comment amener les gens à participer, comment amener les gens à avoir de l'espoir en fait, dans le futur, comment en fait être optimiste. Et c'est ça que moi je vais essayer de distiller un petit peu tout au long de mon voyage. Je sais que c'est une tâche qui est énorme, il y a beaucoup de gens qui le font déjà très bien. Il y avait la Fondation Tara tout à l'heure, qui sont super, et moi j'essaye d'apporter juste ma petite pierre à l'édifice. Voilà, si vous nous rejoignez seulement maintenant, nous sommes avec des aventuriers, des voyageurs qui ont envie de partir sur les traces d'explorateurs très connus. Victor Roe sur les traces de Charles Darwin d'ici quelques semaines, et pendant 10 ans, entre 2007 et 2017, Bernard Giménez sur les traces du comte de la Pérouse. Bernard, est-ce que vous voyez des points communs entre les deux héros qui vous passionnent et que vous avez tenté de suivre pour vous et que vous allez tenter de suivre pour Victor? Alors, par exemple, sur l'île de Pâques, parmi les instructions qui avaient été données à la Pérouse par les scientifiques, par l'Académie des sciences, le roi avait demandé de vérifier si les habitants de l'île de Pâques s'y détruisaient bien, comme l'avait mentionné Cook. En fait, quand Cook y est arrivé, il a remarqué qu'il n'y avait plus de végétation sur l'île et que la population diminuait de façon terrible. Et la Pérouse lui-même a vu, et parce que c'était un terrien, il a compris que c'était parce que les Pasquans avaient détruit les forêts qui étaient sur l'île pour construire les statues, pour faire rouler les statues, pour les faire avancer sur le sol de l'île. À partir de ce moment-là, la terre a été à nu, et puis plus rien n'a poussé. Et donc, il le dit dans son journal. Il pense qu'il donne la raison et il dit attention, il ne faudrait pas que ce soit la même chose pour la planète. Donc là, les deux se rejoignent. Bernard, si on fait un focus sur un endroit, moi, qui m'a interpellé, où vous avez passé du temps, c'est Botany Bay, le jardin des Français à Sydney, où la Pérouse s'est arrêtée et où vous avez aussi virtuellement jeté l'ancre. Comment vous pourriez faire un parallèle entre ce qu'il a vu et ce que vous avez constaté plusieurs siècles après? Alors, l'endroit où ils ont accosté est resté le même. Il n'y a pas de construction sur le bord de mer, donc on peut vraiment comparer les lieux. Et là, on a rencontré justement des scientifiques australiens. Et ensemble, on a essayé de voir à quel endroit avait été implanté ce qui a été appelé par la suite le Jardin des Français, puisqu'ils y sont restés pendant plus de 2 mois pour notamment reconstruire des chaloupes qui avaient été détruites lors d'un naufrage en Alaska. Et ils y sont restés un moment, ils ont fait un camp retranché. Et donc, on a imaginé l'endroit où était ce camp, l'endroit où était le jardin, et on a retrouvé donc l'endroit où ils avaient récupéré ces pierres vraiment très caractéristiques pour servir de lest. Victor, est-ce que c'est important d'avoir un but très précis et de suivre, entre guillemets, un grand homme dans une aventure comme celle que vous allez entreprendre? Je pense qu'on part tous, de toute façon, quel que soit le projet, dans les traces de quelqu'un, ça c'est une certitude. Oui, mais là, vous vous mettez tout de suite alors, bon, là, en face c'est pas quelqu'un, c'est un grand monsieur. Exactement, exactement. Mais en fait, oui, je pense, encore une fois, pour reboucler sur cette idée de bateau, à partir du moment où on a un bateau, c'est tellement de complications que c'est bien d'avoir une idée quand même précise de ce qu'on veut faire avec, parce que sinon c'est un peu compliqué. Je pense que oui, c'est très inspirant en fait, ces grandes figures de la science, de l'exploration, comme le comte de la Pérouse. C'est des gens qui sont inspirants, c'est des gens qui sont sortis de leur zone de confort à des âges en plus qui sont hallucinants. Aujourd'hui, c'était 22 ans pour Darwin, 15 ans, tu disais Bernard, pour le comte de la Pérouse, quand il a commencé à partir à l'aventure. Nous, ça nous semble... Et ça, c'est une inspiration. Et ça, c'est génial parce que c'est l'inspiration, quelque part, qui pousse tout le monde à agir à un moment donné. Et quel que soit le voyage qu'on entreprend, encore une fois, on est toujours dans les traces de quelqu'un.
Il y a, pour ceux qui m'ont inspiré, par exemple, alors, évidemment Darwin à son époque, mais aujourd'hui des expéditions comme celle de Jean-Louis Etienne, par exemple, quand il est parti au pôle Nord, Tara Océan, Under the Pole, ce genre de projet. Under the Pole, avec qui vous avez collaboré, voilà, justement, dans ces plongées sous la glace. Tout à fait, exactement. Under the Pole, que j'ai eu l'honneur finalement de suivre un peu autour du monde, beaucoup au Groenland, sur le passage du Nord-Ouest, vous le disiez tout à l'heure, et beaucoup en Polynésie aussi. Et tout ça, c'est très inspirant parce qu'à chaque fois, c'est lancé par des gens qui veulent quelque part changer le monde. Alors, on ne peut pas changer le monde tout seul, ça c'est une certitude. Je pense qu'on est tous un petit peu des colibris de Pierre Rabhi. Et voilà, tout ça est très inspirant et j'essaye, à mon petit niveau, de continuer un petit peu cette grande histoire de l'exploration qui existe en fait depuis effectivement des centaines d'années. Bernard Giménez, moi je suis très heureux de vous rencontrer parce que le voyage du comte de la Pérouse, il commence à Brest et puis il se termine tragiquement à Vanikoro, dans le Pacifique Sud, avec le naufrage d'une de ces deux embarcations, hein, c'est ça? Les deux. Enfin les deux, mais il y en a une qui disparaît corps et biens. Est-ce que vous avez réussi, à travers vos voyages, à travers les gens que vous avez rencontrés, à un peu élucider ce qui s'est passé? Et est-ce qu'on sait finalement ce qui est arrivé véritablement au comte de la Pérouse? Alors on sait exactement ce qui est arrivé à Vanikoro. Par une journée d'ouragan, les deux navires sont projetés sur une île qui n'était pas sur les cartes. Ils deviennent incontrôlables. La boussole tape violemment dans le récif, mais très très violemment, puisqu'on a retrouvé des morceaux de lest en plomb à plus de 50 mètres, donc le navire a vraiment explosé. Alors voilà, quand on dit la boussole, c'est le nom, du navire. Hein. Du navire, c'est celui que commandait la Pérouse. L'autre, c'est l'Astrobal. L'autre navire, c'est l'Astrolabe, que commandait de l'Angle. Alors lui, c'est un navire qui était beaucoup plus manœuvrant, donc il réussit à inverser et à viser une entrée dans le platier de corail, ce qu'on appelle aujourd'hui le faux passage, parce qu'en fait, le bateau se pose sur le platier et est démantelé par les éléments, mais lentement. Ce qui fait que sur le premier navire, on suppose qu'il y avait environ 110 hommes, on suppose qu'il y en a au moins 80% qui sont morts dans le naufrage, alors que dans le second, il y a probablement eu beaucoup de survivants. Les survivants construisent un camp retranché encore une fois, sur l'île de Vanikoro. On en est certain, puisqu'il y a eu des fouilles archéologiques, et on a retrouvé l'emplacement de ce camp des Français. Ils y restent 10 lunes. On sait par la tradition orale qu'ils y restent 10 lunes, donc 10 mois. Ils construisent, avec les restes des bateaux, une grande chaloupe de secours. Et les survivants s'en vont, sauf 2 qui restent sur l'île, qui décident de rester sur l'île. C'est la tradition orale. C'était le départ de Robinson Crusoe. Voilà. Et le comte de la Pérouse dans tout ça? On ne sait pas qui sont ces deux-là. Et le comte de la Pérouse, on ne sait pas s'il est mort pendant le naufrage, on ne sait même pas s'il était vivant au moment du naufrage. Voilà, c'est ça surtout. Il a pu mourir avant du scorbut? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'à Botany Bay, sa dernière lettre est du 7 février 1788. Et c'est un enquêteur, mesdames, messieurs. Là, on est pratiquement dans une enquête de police. Hein. Je peux même vous dire l'heure. Le 7 février 1788, donc il écrit sa dernière lettre et il dit à un ami, donc c'est une lettre privée. Dans les lettres officielles, il disait tout allait bien, tout va bien, on n'a pas le scorbut, etc. Dans une lettre privée à un ami, il lui dit « Tu diras à ma femme que quand elle me reverra, elle me prendra pour mon grand-père ». Ce qui veut dire que probablement il n'avait plus de dents et il avait été où il était attaqué par le scorbut. Et la dernière lettre qui est envoyée par un des savants, elle est du 10 mars. Donc, que s'est-il passé entre le 7 février et le 10 mars? On ne le sait pas. La Pérouse n'a plus écrit, donc on ne sait pas s'il commandait les bateaux au moment du naufrage. Sachez que les réactions sont très enthousiastes et très positives sur justement votre faconde à raconter l'histoire de ces grands hommes à travers votre propre aventure. Bernard, si vous aviez pu vivre à la même époque que le comte de la Pérouse, si vous aviez des parents qui auraient pu vous acheter pareil un terrain et vous donner un titre de noblesse, est-ce que vous auriez aimé vivre l'aventure du comte de la Pérouse? Absolument. J'aurais même aimé être Collignon. Collignon, c'était le jardinier voyageur du roi. Oh là là. Et je trouve qu'il a eu... Alors, c'est quelqu'un de simple,
qui écrit à sa mère, qui raconte son voyage très simplement. Qui aurait pu partir avec Darwin. Qui aurait pu partir avec Darwin, évidemment. Donc il recherche, il aide le botaniste, il recherche des plantes, il les envoie au jardin du roi. Et vraiment, je pense qu'il a son travail était intéressant. C'était pas un marin, mais il a vraiment exploré. Vous imaginez, quand vous n'êtes pas un marin, que vous vous retrouvez sur ces embarcations-là pendant des mois et des mois, ça doit être très compliqué. Avant de continuer à vous interroger, une question qui nous arrive d'un internaute qui nous suit avec attention. Est-ce qu'une expédition, peut-être plus pour Victor, suivie avec des caméras, des GPS, des téléphones, peut être considérée comme une véritable aventure? Autrement dit, n'y a-t-il pas d'aventure qu'une expédition totalement seule, dans un isolement absolu? Vous, Victor, qui utilisez à merveille la caméra pour raconter vos histoires. C'est une grande question et qui revient souvent. Je pense, on le disait, Bernard pour la Pérouse et moi pour Darwin tout à l'heure. En fait, à l'époque, au 19e ou au 18e, avant, on partait pour découvrir des terres qu'on ne connaissait pas avant. On partait pour la fameuse terra incognita. C'est exactement ça. Et donc là, il y avait vraiment cette notion de pure exploration, de pure aventure. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir quels sont les terrains incognita qui restent sur Terre. Il y a les fonds marins, par exemple, ça, Northopole le fait très bien, qui sont encore très peu connus. On peut penser à l'espace, évidemment, qui est une zone encore d'exploration pure au sens on le voit avec les images de Mars, il n'y a pas si longtemps, absolument extraordinaire. Exactement, avec Persévérance, et c'est tout à fait ça. Moi, mon avis, c'est que l'exploration, ce n'est pas que de la terra incognita, on va dire, physique. C'est-à-dire qu'on peut aussi partir en voyage, soit autour du monde, mais on peut aussi très bien partir en voyage sans aller aussi loin. On peut partir en voyage en France, en Europe. Les terra incognita peuvent être aussi abstraites, c'est-à-dire qu'on peut être à la recherche d'informations qu'on n'a pas encore. On peut essayer de connecter différents discours de scientifiques, de citoyens, etc. L'exploration, en fait, elle est un peu partout. Certes, il n'y a plus d'exploration pour faire de la cartographie, en tout cas pas sur les terres de cette planète. C'est marrant ce que vous dites, parce que d'ici quelques minutes, on entendra Christian Clot, l'initiateur, l'instigateur de Deep Time, cette expérience qui est vécue actuellement et où 15 personnes se retrouvent pendant 40 jours coupées de tout le monde et de tout repère dans une grotte dans l'Ariège. Mais Christian Clot, il y a quelques années, il était allé dans la cordillère de Darwin, justement, en Patagonie, dans une zone qui n'était pas encore cartographiée, et il n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, mais il avait notamment rencontré dans les glaces, ça nous fait penser un peu à la nuit des temps de Barjavel, il avait rencontré un petit insecte qui était alors totalement inconnu, et il avait pu d'ailleurs, on lui avait dit, comme vous l'avez trouvé vous, on pourrait même l'appeler le Christian Clot. Il avait préféré qu'on lui donne un autre nom par modestie. Mais comme quoi, il y a encore un tout petit peu des terra incognita, des endroits qui n'ont pas été totalement suivis et validés par l'homme et par l'évolution des sciences. C'est ça, mais complètement. En fait, il y en a encore un petit peu. Après, moi, je pense que, voilà, encore une fois, il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut qu'on trouve les réponses d'un point de vue scientifique, de la connaissance scientifique de la nature et de l'écosystème Terre. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est de l'exploration, même si on ne part pas complètement à l'aveugle et qu'effectivement, on a GPS, caméra, tout ça. Mais l'exploration existe encore, à mon sens. Bernard, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Dans quel axe vous vous projetez? Est-ce qu'il y a un autre aventurier que vous avez envie de suivre? Alors, pour avoir touché à la botanique avec la Pérouse, je m'intéresse aujourd'hui à l'exploration botanique de l'Amérique du Sud, au XVIIIe siècle, par des Français. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Et avec quel but? C'est la même chose, c'est revenir sur les lieux, vivre ce qu'ils ont vécu, voir si les plantes qu'ils ont décrites y sont toujours, et revivre ces aventures, et notamment dans le centre de l'Amérique du Sud et en Équateur, dans la cordillère des Andes, sur les hauts plateaux, en Amazonie. Il y a vraiment beaucoup de zones intéressantes à revisiter. Voilà, l'objet de nombreux voyages, encore en famille? Toujours en famille, toujours à deux. Toujours à deux. C'est la meilleure équipe. Avec madame, on ne s'engueule pas trop en voyage comme ça? Non. Bon, ça c'est génial. Victor, faites-nous rêver, parce qu'on a parlé de la première étape entre Plymouth et le Cap-Vert. La suite de ce voyage darwinien,
Quelle est-elle? Alors la suite, en fait, Darwin, il a fait une sorte donc c'est un tour du monde en passant par les 3 caps, parce qu'évidemment les canaux Suez-Panama n'existaient pas à l'époque, et il l'a fait à l'envers, c'est-à-dire il est parti vers l'ouest, donc un peu contre les vents dominants. Donc après le Cap Vert, on va aller au Brésil, on va descendre toute la côte brésilienne, en Uruguay, on va aller en Argentine, on va être en Patagonie pendant pas mal de temps. Ensuite, on va remonter la côte chilienne, traverser l'océan Pacifique en passant par Tahiti. Il y aura les Galapagos, bien sûr, qui est cette escale mythique magique de Darwin, bien Voilà. sûr. Magique. Et Magique. ben, je Vous y êtes l'espère allé, en tout cas. Bernard? J'ai pas Bien sûr. encore, Moi aussi. Vous n'y êtes pas encore allé, pas encore. mais Pas allez encore. aux Galapagos, Bah, c'est plongez prévu. avec les otaries, les Voilà. requins marteaux, allez vous C'est rapprocher prévu. des fous de bassan, ces oiseaux qui habituellement dans des zones normales ont peur de l'homme, mais là-bas il y a tellement de préservation de C'est la ça, nature que exactement. les oiseaux ne sont pas sauvages. Et, Et ça, c'est ça extraordinaire. qui est extrêmement intéressant aussi, je pense, à documenter aux Galapagos. Après le Pacifique, pour terminer rapidement, on ira en Nouvelle-Zélande, en Australie, on va remonter un petit peu dans l'océan Indien, aller à l'île Maurice, bien sûr, qui va être une escale aussi, Ouais. je pense, très intéressante. On ira en Afrique du Sud, et puis ensuite, c'est la remontée de l'océan Atlantique jusqu'à Plymouth. Bon, pour l'instant, l'île Maurice c'est fermé, à double tour. On ne peut Bon, pas. en ils même sont temps, à on y va nouveau dans 4 confinés. ans, Ça donc, fait 1 an que ça dure, donc ouais, vous ah avez le temps. On a encore un peu de temps. Ouais. Victor Rowe et Bernard Giménez, merci infiniment de nous avoir emmenés sur les traces de Darwin, sur les traces du comte de la Pérouse. C'était passionnant. Bon vent à vous, parce que l'expédition, elle est à venir. Et regardez, Victor, ce qui vous attend peut-être à la fin de votre périple, puisque Bernard, Absolument. lui, va nous présenter son livre, L'expédition La Pérouse aux éditions Glénat. Glénat. Un livre passionnant, vous apprendrez des tas de choses avec des photos, avec des croquis, avec des dessins d'époque. C'est merveilleusement bien illustré et vous comprendrez mieux pourquoi finalement Bernard Giménez a eu envie de se passionner pour le comte de la Pérouse. Bon vent à tous les deux en Amérique du Sud, Bernard, Merci. un peu partout autour du monde. On se retrouve dans quelques minutes, dans une quarantaine de minutes pour une nouvelle table ronde et on parlera de Deep Time, je vous le disais. C'est vraiment cette expérience incroyable dans une grotte de l'Ariège où 15 personnes se sont isolées pendant 40 jours et on sera pas très loin de la grotte avec un envoyé spécial sur place. On aura 2 autres intervenants et puis on écoutera Christian Clot qui est un aventurier hors pair, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, un scientifique également qui étudie l'homme dans ce qu'il a de plus retranché à l'intérieur de son cerveau. Et vous l'entendrez, il est tout à fait passionnant. Mais d'abord, nous allons retrouver un autre aventurier, Willy Minec, qui va nous permettre de comprendre à travers une expérience comment on gère l'hypothermie d'urgence. Avoir froid, comment on peut s'en sortir, l'hypothermie d'urgence. Regardez, c'est très instructif. Cet après-midi, comme demain après-midi, on consacre la Cité des sciences et de l'industrie à la Cité des aventuriers. Des tables rondes et des expériences vécues. Tout de suite, l'hypothermie d'urgence. Dans 40 minutes pour la table ronde suivante. Je vais y arriver.